scénarios que j'ai distingués, qui sont dans le livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, le livre vous attend. Les 5 scénarios d'une futurologie. Alors, avant de les décrire, je voudrais vous dire que j'ai bénéficié d'un grand privilège. Un grand privilège. Je fais partie de la première génération des interprètes de Nietzsche qui ont eu à leur disposition l'intégralité du corpus nietzschéen. Autrement dit, tous les interprètes de Nietzsche qui ont écrit sur Nietzsche avant les années 70 avaient une œuvre mutilée. Ils avaient quelques œuvres de Nietzsche publiées par Nietzsche, et puis ils avaient la volonté de puissance, ce faux monté par la sœur de Nietzsche, plein d'erreurs, plein de passages recopiés, enfin, une abomination absolue. Bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Toute une équipe internationale s'est installée dans les archives Nietzsche. Et c'est le seul point sur lequel on peut dire, Elisabeth, au fond, avec des très mauvaises intentions, on peut réaliser de bonnes choses. Bon. Elle a créé des archives. Elle a créé des archives où elle a rassemblé toutes les œuvres de son frère, tous les cahiers, sa correspondance. Donc c'est au fond grâce à Elisabeth, malgré tout, celle que j'appelle l'horrible Elisabeth, mais il faut quand même que je lui reconnaisse un petit mérite. Donc grâce à Elisabeth, on a eu toutes les œuvres, tout ce que Nietzsche a écrit toute sa vie. Il faut savoir d'ailleurs que Hitler a été invité, quand Elisabeth a créé les archives Nietzsche, elle a invité Adolf Hitler. Et Nietzsche a dû se retourner dans sa tombe, le malheureux. Elle a offert la canne de Nietzsche à Adolf Hitler. Hein, elle n'a pas dû s'en remettre, le malheureux. Bon. Et 2 ans plus tard, il faut savoir quand même que Hitler a assisté aux obsèques d'Elisabeth Förster-Nietzsche. Il n'allait pas assister aux obsèques du boulanger du coin. Hein. Bon, il est allé en personne assister aux obsèques d'Elisabeth. Bon. Il vouait une reconnaissance éternelle parce qu'elle avait réussi à faire passer. En fait, les Allemands, ils avaient retenu 2 mots de Nietzsche. Ils avaient retenu volonté, les nazis, pardon, pas les Allemands. Hein. Excusez-moi de ce lapsus très, très mauvais et dangereux et scandaleux. Les nazis avaient retenu 2 mots, volonté de puissance. Donc ils pensaient que volonté de puissance c'est Schwarzenegger. Hein, bon. Et ils avaient retenu surhomme, Superman, voilà, ils n'avaient rien compris du tout. Hein, il n'a pas lu Nietzsche. Il n'y a que Rosenberg, peut-être un petit peu lu Nietzsche, mais les autres n'ont rien lu de Nietzsche. Il y avait 2 ou 3 mots, mais effectivement, Elisabeth avait réussi à faire croire aux nazis qu'ils avaient un grand philosophe qui était leur ami et qui devait se l'approprier, et elle a réussi son coup. Et comme bon, voilà. Après la guerre, toute une équipe internationale s'est installée dans ces archives et a fait un travail philologique extraordinaire. Et grâce à cette équipe internationale, dirigée par 2 Italiens, qui je voue une reconnaissance éternelle, Giorgio Colli et Massimo Montinari, 2 Italiens qui dirigeaient cette équipe. Il y a des Français qui sont allés travailler, Gilles Deleuze est allé travailler, quelques autres. Bon. Donc on a les œuvres, enfin les œuvres véritables et complètes de Nietzsche. Bon. C'est-à-dire l'ensemble des œuvres publiées par Nietzsche, et donc revendiquées par Nietzsche, et l'ensemble de l'œuvre, ce qu'on appelle l'œuvre posthume, c'est-à-dire les cahiers. Mais ces cahiers, il a fallu un travail fabuleux pour les publier, parce que Nietzsche était fauché, comme je le dis, il vivait de cette petite pension de l'université de Bâle. Donc qu'est-ce qui se passait? Il partait à Nice, ou il partait à Sorrente, ou il partait à Venise, avec une malle et des cahiers. Et puis à un moment donné, il est arrivé au bout d'un cahier, et il avait même pas de quoi s'acheter un nouveau cahier. Donc il reprenait un vieux cahier qu'il avait commencé en 1875, et qui continuait en 1883. Et dans ces cahiers, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai raconté l'anecdote du professeur en Sorbonne, hein, qui compare Tolstoï et Tolstoï, comparé Tolstoï et Nietzsche. Bon, dans ces cahiers, il y a de tout. Il y a Nietzsche recopie des pages entières. Donc, j'ai la prétention, je ne pense pas que c'est une prétention scandaleuse, de faire partie effectivement de cette génération qui a pu faire un travail scientifique, sérieux, rigoureux sur l'œuvre nietzschéenne, parce qu'auparavant, nos prédécesseurs, ce n'était pas de leur faute, même s'il y a eu de bons interprètes, je pense à Daniel Halévy, je pense à quelques autres, on a eu quelques bons interprètes de Nietzsche avant la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas faire ce travail qui a été possible grâce à ces œuvres complètes que nous possédons maintenant. On commence à peine à pouvoir travailler sérieusement sur Nietzsche. Et donc j'ai été un des premiers, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps en fait, que quelqu'un que j'aime bien, c'est un des rares Nietzschéens que je respecte infiniment, dont je lis les livres, qui s'appelle Patrick Vottling,
il enseigne à l'université de Reims, à la faculté des lettres de Reims. Il a écrit Nietzsche et le problème de la civilisation. Eh bien, j'ai appris il y a peu de temps qu'on a soutenu notre thèse d'État la même année, en 1981, à un mois près. Donc, on doit faire partie des derniers en France à avoir soutenu un doctorat d'État sur Nietzsche, et avec une approche qui est un peu semblable, parce que votre ligne a réussi de son côté à donner une unité dans une autre perspective que la mienne, non pas en faisant de Nietzsche un futurologue, mais en faisant de Nietzsche une sorte de philosophe de la civilisation, et c'est un commentateur de Nietzsche que je respecte infiniment. Voilà. Et donc j'ai eu cette chance, et en même temps, je dirais que mon honneur, j'emploie ce terme, et quand un Corse parle d'honneur, faites attention, il est toujours sérieux, mon honneur, c'est de n'avoir jamais cité la volonté de puissance dans les 1000 pages de ma thèse. Et là, je résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote. J'arrive à un âge où je raconte beaucoup d'anecdotes, ça m'inquiète un peu, mais bon, les années passent. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer une anecdote. Quand j'ai soutenu ma thèse sur Nietzsche, il y avait 5 membres du jury, comme c'était l'usage. Parmi ces 5 membres du jury, l'un d'entre eux, là encore je ne citerai pas son nom, il faut être sérieux quand même, hein, un peu généreux, avait soutenu 3 ans auparavant une thèse entièrement consacrée à la volonté de puissance de Nietzsche. Et moi, je commence ma thèse en disant « La volonté de puissance n'existe pas », c'est le titre du livre de Montinari, il ne faut plus jamais en parler. Imaginez que ce monsieur n'était pas très chaud à mon égard. Hein. Et heureusement pour moi, les 4 autres membres du jury m'ont défendu, ils voulaient me sabrer. Hein. Bon, j'ai eu la mention très honorable à l'unanimité du jury, mais j'aurais peut-être eu les félicitations du jury ou je ne sais pas quoi, un titre un peu plus prestigieux encore s'il n'y avait pas eu cet horrible individu qui m'en a voulu. Mais c'est pas ma faute s'il s'est laissé berner par la sœur de Nietzsche. Enfin, j'y suis pour rien quand même, non? Je suis pour rien du tout. Voilà. Non, moi je cite jamais la volonté de puissance. Donc, le passé le plus lointain, je l'ai dit et répété, et l'avenir le plus éloigné ont toujours été saisis conjointement, et je vais vous décrire rapidement ces 5 scénarios, rapidement, parce que, encore une fois, ils sont dans mon livre, et que je ne peux pas, même si j'ai grand plaisir à m'exprimer devant vous, mais Alain m'en voudrait si je vous tenais jusqu'à 2 h du matin. Donc, 5 scénarios. Premier scénario. Le premier scénario, c'est celui qui est composé au moment où Nietzsche est sous l'emprise de Wagner à Bâle. Wagner le pousse à écrire la naissance de la tragédie. C'est le moment où il y a un certain romantisme nietzschéen, effectivement, en partie insufflé par Wagner. Et ce premier scénario, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée que nous sommes à l'aube d'une prochaine renaissance de la civilisation, d'une deuxième renaissance. Et vous savez peut-être, si vous avez lu les historiens, qu'il y a une sorte de rivalité franco-allemande. Au moment de la Révolution française, les Français se sont réclamés de la Rome antique, et regardaient tous les vêtements, le vocabulaire de nos révolutionnaires, et les Allemands se sont dit, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Il nous reste les Grecs, hein, si on veut faire comme les Français. Et il y avait une jalousie féroce entre les deux nations. L'Allemagne n'avait pas fait son unité encore, elle était à la traîne de l'Europe. Bon. Et donc les Allemands se sont dit, nous on va prendre les Grecs. Bon. Et effectivement, c'est ce fantasme un peu d'une renaissance grecque en Allemagne, qui est véhiculé par les poètes, qui est véhiculé par le philosophe Fichte au début du XIXe siècle, par le poète Hölderlin, que Nietzsche a beaucoup lu, qu'il apprécie beaucoup. Bon, c'est tout ce fantasme d'une renaissance de la Grèce, d'une seconde renaissance. Il y a eu la renaissance italienne, eh bien il va y avoir la renaissance allemande, et l'Allemagne va révolutionner, et on sait à quel point les nazis se sont inspirés de ce mouvement, hein, tout le mouvement völkisch, qui est une des sources du nazisme, s'enracine dans ce fantasme d'une révolution qui va d'abord se dérouler en Allemagne, mais qui va transformer toute l'Europe et qui va transformer en fait toute la planète. Voilà. Donc c'est ce premier scénario qui, effectivement, si je le considère autrement que comme un scénario, donne l'idée de contradiction. Pourquoi? Parce que aussitôt après ce scénario, Nietzsche va se lancer dans un scénario romantique,
qui met l'art au centre de tout, qui met la musique au centre de tout, la tragédie grecque comme un art total, et Wagner pousse Nietzsche à faire une comparaison, évidemment éminemment flatteuse pour lui, hein. Vous savez que Wagner voulait créer Gesamtwerke, l'œuvre d'art total, et l'œuvre d'art total, elle a déjà existé, elle existait en Grèce, puisque on l'avait oublié, et Nietzsche fait partie des rares philosophes qui se sont souvenus de cela. Une tragédie grecque, c'est quoi? Ben, c'est une scène avec des acteurs qui parlent, mais c'est un chœur, et le chœur ne parle pas, le chœur chante. Le chœur est un chœur musical. Malheureusement, on n'a plus de traces de cette musique, on ne sait pas à quoi ressemblait le chant, ou très peu, le chant du chœur grec. En tout cas, c'est un art total, il y a de beaux costumes. La tragédie, vous le savez, prenait place au sein des Dionysies, de grandes fêtes. Donc la tragédie, c'était vraiment un art total tel qu'il a disparu ensuite de la scène de l'histoire. Et Wagner a voulu ressusciter cet art total. Donc c'est cette idée que Wagner serait le philosophe qui serait le signe d'une renaissance. Voilà. C'est ce premier scénario. Et effectivement, aussitôt après, Nietzsche lance dans un second scénario qui est la prophétie des esprits libres. Bon, c'est quoi ce second scénario? C'est l'un des plus extraordinaires que Nietzsche ait produit. Sur ce plan, on peut dire qu'il est prophète véritablement. Ce scénario, vous le trouvez dans Humain trop humain, vous le trouvez ensuite dans Aurore, dans le Gai Savoir. Nietzsche annonce une sorte de paradis planétaire. Grâce à la science et à la technique, l'homme va devenir le maître de la planète. L'homme va tout améliorer, va tout prendre en main. C'est presque le transhumanisme dont on parle aujourd'hui. La nature est mal faite, l'homme va reprendre tout ça à sa guise. On a une impression de retournement et de contradiction. Mais je disais à mes étudiants, peut-être que la meilleure façon de lire Nietzsche, c'est de le lire en excluant provisoirement, bien sûr, la naissance de la tragédie. Si vous faites comme si Nietzsche n'avait pas écrit la naissance de la tragédie, vous vous apercevez qu'à la même époque, la même année où il écrit la naissance de la tragédie, il prononce les conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement, il écrit un livre sur l'origine de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, dans lequel on est aux antipodes des thèses romantiques de la naissance de la tragédie, dans lesquelles il annonce un renouveau de la liberté de l'esprit, que les Grecs, avec leur fabuleuse façon d'appréhender la nature, d'interroger le monde, la rationalité grecque, Nietzsche a un amour fou pour la rationalité grecque, et pour le XVIIIe siècle français. Je vous rappelle quand même quelque chose d'important, en 1878, c'est comme ça que si un jour je vais à un jeu télévisé, je pourrais citer la date de la mort de Voltaire. C'est le 100e anniversaire de la mort de Voltaire, et Nietzsche dédie à Voltaire Humain trop humain. À Voltaire, pas à Wagner. Bon. Donc c'est ce qui a donné à certains interprètes cette idée de retournement complet. On a un Nietzsche romantique, tout d'un coup il devient rationaliste. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est là que la lecture des cahiers et des œuvres non publiées est très révélatrice. Par exemple, j'ai mis en exergue une phrase qu'on trouve dans les cahiers, qui est la suivante. J'ai dû absorber tout le positivisme sans pour autant renoncer à l'idéalisme. Tout est dit dans cette phrase. J'ai dû absorber le positivisme. Donc Nietzsche écrit un second scénario qui est le scénario d'une maîtrise de la planète, d'une explosion des technologies qui améliore nos vies, qui améliore notre corps, qui améliore notre santé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, je suis un peu fâché, c'est une façon de parler bien sûr, pas fâché du tout, mais j'en veux un peu au meilleur philosophe allemand d'aujourd'hui, selon moi, qui est Peter Sloterdijk, d'avoir seulement écrit en 1999 Règles pour le parc humain. Dans ce petit livre qui est un véritable bijou, vous avez une note en fin de livre qui est la suivante, je vous la cite. L'un des éléments essentiels de la communication paranogène, c'est-à-dire source de paranoïa, c'est d'effacer la différence entre prescription et description. Prescription et description. Tout est dit. Et si j'avais connu cette phrase, je l'aurais mis en page de garde de ma thèse sur Nietzsche. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Nietzsche, effectivement, dans ce second scénario, il décrit un scénario possible, un futurible, comme l'aurait dit le français que je citais tout à l'heure, un futurible. Il décrit un futur possible, ça ne veut pas dire du tout qu'il le souhaite.
Ça ne veut pas dire du tout qu'il nous le prescrit, qu'il nous le recommande. Il décrit en futurologue un scénario possible, mais un scénario qui contient également des éléments très noirs, parce qu'il annonce en même temps les guerres les plus terribles du fait même de nos technologies qui aient jamais eu lieu à la surface de la Terre, et il ne s'est pas trompé. Hein. Et donc vous avez des prophéties, on peut les appeler ainsi, dans le Gai Savoir en particulier, tout à fait extraordinaires, sur les guerres, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. J'ai écrit des articles là-dessus. Nous avons donc une description d'un futur probable, plus probable que le premier, auquel Nietzsche n'a pas vraiment cru, hein, le futur wagnérien autour de la Grèce antique. Nous avons une description de ce futur et pas une prescription. Alors, bref parenthèse, j'ai une thèse sur Heidegger et Nietzsche, qui est la suivante. Et cette thèse, je l'ai présentée, je l'ai écrite, je l'ai rendue publique une seule fois, dans une préface que m'a demandé un ami philosophe que j'aimais infiniment, qui nous a quittés à la veille de ses 100 ans, dont vous connaissez sans doute le nom, qui est Marcel Conche. J'avais la chance d'être un grand ami de Marcel Conche, de lui rendre visite très régulièrement, et Marcel Conche m'a fait un grand honneur il y a un certain nombre d'années, une vingtaine d'années. Il m'a demandé de préfacer 2 conférences qu'il avait prononcées sur Heidegger. Et si vous trouvez, ça s'appelle Heidegger par Grottan, ça a été publié dans le Var, chez un ami éditeur du Var. Si vous lisez cette préface, vous trouverez mon idée, qui est la suivante. Je vous l'explique en 2 mots, mais c'est important. Bon. Heidegger se trompe. Il appelle ça sa grosse bêtise. Certains disent le mot est faible, mais enfin, bon, grosse bêtise. Il s'est trompé complètement sur le nazisme. Il n'a rien compris ce qui se passait. Il vivait dans sa forêt, il n'a rien compris. Bon. Il accepte d'être nommé recteur par Hitler. Bon. Et très vite, il s'aperçoit, bon, c'est la mode de lui jeter la pierre aujourd'hui, en moins d'1 an, il s'aperçoit qu'il s'est complètement trompé, que le nazisme est une horreur épouvantable. Bon, il y en a qui avaient plus longtemps quand même, hein, s'en apercevoir. Bon. Donc, au bout d'1 an, il démissionne de son rectorat. Et comment il va résister? Il ne va pas prendre une Kalachnikov, Heidegger. Hein, bon. Comment voulez-vous qu'il résiste? Il est philosophe. Comment il résiste? Il résiste en faisant un séminaire sur Nietzsche avec ses étudiants. D'accord? Ce séminaire, il est publié, c'est le Nietzsche de Heidegger, dont je dis depuis 20 ans, c'est un très grand livre sur le nazisme, c'est un très mauvais livre sur Nietzsche. En fait, ce n'est pas un livre sur Nietzsche. Quelle est la thèse que vous trouvez? Nietzsche, dit Heidegger, c'est le prophète de la domination de la terre. Nietzsche, c'est celui qui pousse à sa limite cette volonté de maîtrise qui est apparue à l'époque de Platon, qui veut que l'homme prenne tout en main, dirige tout, modèle tout à sa façon, hein, le fameux arraisonnement, le Gestell dont parle Heidegger dans ses écrits. Bon. Autrement dit, c'est très malin finalement ce que fait Heidegger, même si de mon point de vue c'est scandaleux à l'égard de Nietzsche. Il instrumentalise Nietzsche. Le nazisme se prétend quoi? Se prétend une révolution complète. Le nazisme se prétend un tournant absolu dans l'histoire de l'humanité. Et les nazis se réclament de Nietzsche. Et Nietzsche est le philosophe qui pousse à ses limites la logique occidentale. Bon, la thèse est claire, hein? Les nazis ne sont pas du tout des révolutionnaires. Ils sont l'achèvement de la volonté déchaînée de maîtrise de l'Occident. Et effectivement, c'est un petit peu comme ça. C'est une grille de lecture qui fonctionne très bien. Hein, ils voulaient aller dans l'espace, ils voulaient maîtriser le corps, hein, cette volonté de maîtrise absolue. Donc, en fait, si vous lisez tout ce que Heidegger a écrit sur Nietzsche, tantôt il instrumentalise Nietzsche pour régler ses comptes avec le nazisme, tantôt dans d'autres textes, il est infiniment plus prudent, infiniment plus nuancé. Par exemple, dans Chemin de Holzwege, il dit « Cette phrase de Nietzsche, on la comprendra dans 1000 ans. Hein. Elle est trop compliquée pour nous, on ne peut pas encore la comprendre. Nietzsche est un philosophe qui est encore très en avance sur nous. » Bon. Là, oui, il y a des contradictions, si vous voulez, mais qu'on peut expliquer. Là, je crois que je suis obligé de parler de contradictions. Hein. Donc voilà cette petite parenthèse que je tenais à ouvrir pour vous montrer comment, effectivement, Heidegger a fait exprès de confondre description et prescription. Il a pris les descriptions de Nietzsche pour des prescriptions pour régler son compte avec le nazisme. Donc c'est dans Humain trop humain, dans Aurore, dans Le Gai Savoir que vous avez ce scénario. Le troisième scénario. Le troisième scénario, c'est le scénario que j'appellerais apocalyptique, pour aller vite. Nietzsche emploie souvent l'expression la nuit des temps. Il va dans un lointain passé,
il interroge le passé biologique, le passé cosmologique, et il entrevoit une possible dégénérescence, voire une possible disparition de l'espèce humaine, qui est une thèse qui est loin d'être absurde. Toutes les espèces ont disparu avant la nôtre, rien ne dit que nous avons un avenir éternel devant nous, il arrivera certainement à la planète de disparaître. Bon, j'entendais ce matin sur une télévision parler d'Elon Musk et de son projet de nous sauver de l'explosion du Soleil. Il y a urgence, c'est dans 4,5 milliards d'années, donc il faut faire attention, il faut faire vite. C'est le danger premier, il faut régler ça, le reste c'est pas grave. Bon. Donc, le scénario apocalyptique. Nietzsche décrit d'innombrables fois cette dégénérescence possible de l'humanité, cette disparition de l'humain, cette disparition de la planète. Vous avez dans les cahiers posthumes une phrase que je trouve très poétique, qui m'a rappelé certains ouvrages de science-fiction que je lisais dans ma jeunesse. Via Appia, enfin tout repose, un jour la Terre sera un tombeau flottant dans l'espace. C'est poétique en même temps. Et j'ai commis il y a 20 ans un article qui s'appelle Nietzsche et la science-fiction, que j'ai repris dans un recueil d'articles que vous avez sur la table là. Donc là encore, Nietzsche n'attend pas, n'espère pas la disparition de l'espèce humaine, bien entendu que non, mais c'est un futur possible, et il décrit les différents visages, les différentes formes que pourrait prendre ce scénario. Le quatrième scénario est l'antithèse de ce scénario de déclin. C'est le scénario du rebondissement de l'humain, de la métamorphose de l'humain, d'une nouvelle coloration par l'homme de la réalité, et c'est ce que j'ai développé dans mon livre L'individu éternel. J'ai mis en exergue dans ce livre une phrase que je juge absolument essentielle, qui a été très peu commentée. Vous savez peut-être, vous savez sans doute, que en 1881, en août 1881, Nietzsche passe ses étés en Engadine, dans le canton de Grisons, en Suisse, et au bord du lac de Silvaplana, il a une illumination, on ne peut pas appeler les choses autrement. Il a une illumination, il dit « J'ai vu le retour éternel ». Bon, ça a été un des premiers articles que j'ai écrit sur Nietzsche, consacré. Qu'est-ce que ça veut dire voir le retour éternel? Quelques jours après, il écrit à son secrétaire, Köselitz, qui était musicien, qu'il a surnommé Peter Gask, parce qu'il pensait que Köselitz était un nom à coucher dehors, et qu'il jamais il deviendrait célèbre avec un nom pareil. Donc il écrit quelques jours après cette vision, après cette expérience, d'où le sous-titre de mon premier livre, L'expérience nietzschéenne de l'éternité, il écrit cette phrase capitale: « Je suis doué d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. » Tout est dit dans cette phrase, tout est dit. Nietzsche a cru, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Peu importe, à la limite. Il a cru qu'il voyait le monde d'une nouvelle façon, autrement que tous ses contemporains et tous les hommes l'avaient vu depuis la nuit des temps. Il voyait autre chose en face de lui. Il voyait une autre réalité, parce que finalement la réalité elle est fonction du regard qu'on a sur elle. Bon, j'ai une conférence qui tourne bien en ce moment qui s'appelle Un nouveau regard. Donc Nietzsche s'est cru doté de ce nouveau regard. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Il n'a pas réussi à garder ce nouveau regard. Il l'a perdu quelques jours après. Bon. Et je suis doté d'une vision nouvelle, ein neuen Blick en allemand, un nouveau regard, par lequel je me trouve en avance sur les autres hommes. C'est ce nouveau regard, Nietzsche est persuadé que c'est celui qu'auront les hommes, peut-être, si tout va bien, dans quelques centaines ou milliers d'années. Ce sera une humanité métamorphosée, qu'on peut appeler le surhumain si on veut, pourquoi pas, même si le terme est un peu gênant. En tout cas, une sorte de nouvelle espèce qui apparaîtra. Voilà, donc je vous renvoie à des conférences que vous trouvez si vous allez sur YouTube et vous tapez Philippe Granarolo, vous trouvez presque toutes mes conférences. Vous trouvez une conférence sur ce thème qui s'appelle Enfance et innocence. Mais il faut taper Philippe Granarolo philosophe, hein, parce que j'ai la malchance d'avoir un homonyme parfait, qui est un comédien, dont le titre de gloire est d'avoir joué dans Plus belle la vie, cette série innommable de la télévision française. Alors lui, on le félicite pour ses livres de philosophie, et moi, on me félicite pour mes prestations théâtrales. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc il faut taper Philippe Granarolo philosophe, sinon vous tombez sur le comédien. Bien. Donc ce quatrième scénario est surtout présent dans Ainsi parlait Zarathustra, mais on le trouve aussi dans les dernières œuvres de Nietzsche. Et là, c'est peut-être le moment d'écouter
la Carmen, un morceau de la Carmen de Bizet. Nietzsche était un grand amoureux de Bizet. Certains disent qu'il s'est servi de Bizet pour rejeter Wagner. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Non, il était vraiment amoureux de la musique de Bizet. Il a trouvé tonique aux antipodes du romantisme wagnerien. Il a vraiment aimé la musique. Il a vu 20 fois au moins dans sa vie Carmen. Dès qu'il y avait une Carmen, il s'est précipité. Il a vu en Italie, il a vu à Nice, il a vu 15 ou 20 fois Carmen dans sa vie. Voilà. Et donc, grâce à notre ami pianiste, on va écouter un extrait de la Carmen de Bizet. Parce qu'il alterne, si vous voulez, il ne s'est pas effondré d'un coup, Nietzsche. Hein. J'essaye d'expliquer ça, il y a un dernier chapitre de mon journal retrouvé où j'évoque les derniers mois de Turin. J'ai essayé vraiment de reconstituer ce qui s'est passé dans ces derniers mois de 1888. Mais il y a à la fois un effondrement brutal, incontestable, qui est tardif, plus tardif que l'on dit les commentateurs. Fin décembre, monsieur m'a écrit des lettres au chef d'État européen, enfin, disjoncte complètement. Hein. Bon. Mais auparavant, de temps en temps, il y a des signes un petit peu inquiétants qui apparaissent par moment. Et l'idée que j'ai, c'est qu'il a essayé d'intégrer ces délires, je dirais, j'appelle ainsi pour aller vite, à son œuvre raisonnable. Si vous voulez. Et donc, il écrit des textes qui sont un petit peu inquiétants, en particulier les fameux textes consacrés à ce qu'il appelle la grande politique. La grande politique. Dans ces textes, il craint, on l'a déjà dit, c'est pas nouveau, l'affaiblissement de l'humanité, et il met ses espoirs dans certains textes, dans Par-delà le bien et le mal, par exemple, ou dans Le crépuscule des idoles, vous trouvez ça, dans les cahiers non publiés aussi, de 87 et 88. Il met ses espoirs dans une sorte de tyrannie future pour nous sauver du déclin. On aurait besoin de chefs très puissants, de tyrans. Il est prophète, effectivement, parce que ces tyrans, ils vont apparaître. Hein, ils s'appellent Staline, ils s'appellent Hitler, ils s'appellent Pol Pot. Hein, on les verra, ces tyrans, au XXe siècle. Il les a pas totalement imaginés, Nietzsche il les a vus, pour ainsi dire. Mais il est ambigu dans la mesure où il semble dire que, alors est-ce que c'est encore un scénario, est-ce que c'est de la description, ou est-ce que ça ressemble quand même parfois un peu à de la prescription, parce qu'il a perdu cette capacité de faire cette distinction qu'il faisait si bien auparavant entre description et prescription, pour reprendre le vocabulaire de Sloterdijk. Voilà. Et donc, ces derniers scénarios. Alors, pour terminer ce propos, je reviens à ma croisée des chemins dont je vous ai parlé il y a déjà très longtemps, parce qu'il y a longtemps que je parle, trop longtemps sans doute. Cette croisée des chemins, vous la retrouvez dans le Zarathustra, elle s'appelle le portique de l'instant. Le portique de l'instant, Zarathustra nous dit, ben voilà, je suis sous un portique, derrière moi il y a une route infinie qui part vers le passé, devant moi il y a une route infinie qui part vers l'avenir, et ces deux voies en fait elles n'en forment qu'une, parce que la voie qui part vers l'avenir, elle revient aussi, c'est la même, c'est un cercle, et c'est la fameuse thèse du retour éternel. Bon. Et c'est dans le texte extraordinaire du Zarathustra qui s'appelle « De la vision et de l'énigme ». Je lis et relis ce texte depuis 50 ans, je ne suis pas entièrement sûr de l'avoir compris. C'est le seul texte de Nietzsche dans lequel, avec cette lettre à Peter Gass que j'ai signalée tout à l'heure, cette belle formule, je suis doté d'une vision nouvelle, c'est le seul texte dans lequel Nietzsche a essayé de nous transmettre ce qui est peut-être indicible en fait, hein, cette expérience de l'éternité qu'il a vécue en août 1881 au bord du lac de Silvaplana. Et donc, je crois que la croisée des chemins, elle revient sous la forme de ce portique, hein, ce portique qui clôt le passé, qui ouvre l'avenir. Nietzsche est persuadé, et ça c'est un de ses points forts et qui m'a rendu vraiment très, très amoureux entre guillemets de sa philosophie, il n'arrête pas de dire que le péché originel, il emploie carrément cette expression des philosophes, c'est de vivre dans un temps étriqué, dans un espace temporel étriqué. Que dirait-il s'il revenait parmi nous aujourd'hui? Il faut vivre dans le temps long, hein, le temps long des historiens, il est au cœur de la pensée de Nietzsche. On ne peut raisonner que dans le temps long, à l'échelle des millénaires. Aujourd'hui, on raisonne à l'échelle des années, même des semaines et même des journées. Hein, bon. Et puisqu'il se passe des choses un peu troublantes autour de nous aujourd'hui, je vais vous faire un beau cadeau. Je vais vous faire le cadeau d'un indice extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui font du bruit, non, autour de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, Nietzsche vous donne un critère formidable. Quel est l'instrument de musique qui fait le plus de bruit? C'est le tambour. Et pourquoi? Parce qu'il est creux.
Tout est dit. Tout est dit. Je fais un beau cadeau là. Ce qui fait le plus de bruit, c'est ce qu'on oubliera demain matin. C'est ce qui n'a aucune importance. C'est ce qui n'a aucune importance. Alors, on a parlé de Wagner, et puisque notre ami pianiste veut nous faire le cadeau d'un extrait de Wagner et de Tristan et Isolde, je conclurai avec ces mots de ce qui s'est passé en 1888, la dernière année où Nietzsche écrit des textes. Sur les 5 textes qu'il écrit en 1888, il y en a 2 qui sont consacrés à Wagner. Personne ne s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est tout d'un coup ce retour de Wagner? La dernière œuvre qu'il avait consacrée à Wagner, c'était Nietzsche contre Wagner, c'était la 4e inactuelle en 1876. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait plus parlé de Wagner, et tout d'un coup, en une année, 2 textes. Nietzsche contre Wagner et le cas Wagner. Bon, il règle son compte, hein, vous le comprenez aisément à travers les titres. Pourquoi? Ben, la réponse, elle est très simple. Le pauvre Nietzsche ne sait plus quoi faire pour qu'on lui arrache du front cette étiquette Nietzsche wagnérien, antisémite, pan-germaniste, raciste, qu'on lui a collé sur le dos. Il pressent l'horrible sort que sa sœur va lui infliger, parce qu'il, vous avez dans le Zarathustra un paragraphe extraordinaire, et là encore prophétique, parce que Nietzsche a un talent prophétique indiscutable. Hein. Zarathustra se réveille, il a fait un rêve épouvantable, il a rêvé qu'on caricaturait son œuvre. Vous avez un texte sublime dans le Zarathustra, où Nietzsche pressent ce qui va arriver à son œuvre, et il n'accuse pas sa sœur, mais en filigrane, c'est bien ce qui s'est passé. Voilà. Donc ce dernier combat que Nietzsche mène en 1888, pour qu'on ne l'inclue plus jamais dans cette mouvance wagnérienne, eh bien, c'est un combat qui est perdu, en tout cas qui sera perdu pendant presque une centaine d'années, puisqu'il sera anéanti par la publication en 1901 de La volonté de puissance par Elisabeth Förster-Nietzsche.